pour démarrer la journée, je trouvais intéressant de faire intervenir Laetitia Huget, qui a une entreprise de conseil pour le développement durable, pour accompagner les entreprises, et qui, pendant la crise Covid, pendant le confinement, avec son collectif Conscience de mode, travaillait elle a mené une enquête auprès des industriels de la mode pour voir comment la situation inédite impactait leurs entreprises et comment ils pensaient que ça allait impacter le futur de la mode. Et donc tout ça est repris dans son étude. Et je trouvais que c'était intéressant de démarrer aussi la journée comme ça, puisque c'est pas uniquement nos idées à nous 6 membres de la chaire Bali, c'est aussi plus largement une démonstration qui est faite, que tu as recueillie auprès d'industriels. Donc moi je pense que j'ai respecté mon timing. Je suis un peu court. Donc je suis pas mal. Parfait, merci. Donc Laetitia, à toi. Je te donne la main sur la zapette. Merci. La zapette. Merci Chloé. Voilà. Donc bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Huget. Donc je suis la cofondatrice de la société Pando avec donc mon associé Stéphane Piot ici présent et donc du collectif Conscience de mode que nous avons co-créé avec 2 autres structures qui s'appellent Artec Hermitage et Sednové Studio. Artec Hermitage, donc Lia Korjova et Sednové Studio, Léopolda Conto-Bellina, qui sont en ce moment même à la Fashion Tech Week de Paris, en train de faire différentes interventions. Et d'ailleurs, Lia, je crois qu'elle fait la clôture demain. Donc nous introduisons aujourd'hui Biarritz et nous allons clôturer avec Conscience de mode la Fashion Tech Week de Paris. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire une synthèse un peu de l'étude que nous avons menée et que nous menons encore avec Conscience de mode sur comment la mode envisage-t-elle l'après-Covid. Donc, cette étude, elle prend forme en 3 étapes. On a fait une consultation pendant le confinement auprès des acteurs de l'industrie qui a donné lieu à un podcast vidéo qu'on a mis en ligne à partir du mois de juin. Et aujourd'hui, 3e étape, on est en train de rédiger cette étude et on est en train de l'enrichir avec les derniers événements de ces derniers mois, les derniers chiffres, et également on l'enrichit avec des interviews d'experts. Assez rapidement, vous voyez un peu qui a répondu à cette étude, à peu près 150 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu tout type d'entreprises sur différents positionnements, que ce soit de l'entrée de gamme ou du luxe. Donc on a eu un panel assez vaste de personnes qui ont répondu à cette étude. Un peu un rappel du contexte dans lequel on a déroulé la consultation. Un contexte assez particulier, le monde à l'arrêt, la moitié de l'humanité confinée. On se battait pour des rouleaux de papier toilette, si vous vous souvenez, donc c'était assez particulier comme contexte. Et puis notre industrie fourmillait d'idées pour essayer d'amener sa pierre à l'édifice, sa contribution à cette crise, et s'organiser pour produire des masques, des blouses, des surblouses. Et les Français ont pu voir un peu le maillage territorial des couturières que nous avions, et qui d'ailleurs pour beaucoup ont œuvré de façon tout à fait bénévole pendant cette période. Donc, quatre thématiques sont sorties de cette étude et je vais synthétiser chacune d'entre elles assez rapidement parce que j'ai un timekeeper qui me regarde du coin de l'œil. Avec le sourire. Donc, la première thématique concerne le changement systémique. On a vu pendant le confinement différents collectifs qui ont vu le jour, donc Conscience de mode en est un, mais de façon plus internationale, celui de Rewiring Fashion, qui est donc un collectif de designers internationaux qui a vu le jour et qui tout de suite s'est posé la question et a remis en cause le rythme de collection et surtout la mise sur le marché des collections qui est complètement asynchrone avec le besoin et l'envie du consommateur. Et donc, ils ont mis assez rapidement le sujet sur la table en disant, voilà, est-ce que le rythme de notre industrie est juste ? Est-ce qu'il est cohérent avec un besoin consommateur ? Est-ce que ça a du sens de mettre des débardeurs au mois de janvier en magasin ? Alors que le consommateur ne les achètera que dans quelques mois. Donc c'est un peu le sujet qu'ils ont mis sur la table. Suite à ça, on est arrivé au débat sur les Fashion Week, assez rapidement, puisque c'était au mois de juillet. Et donc là, effectivement, outre le fait qu'on ne pouvait pas faire les Fashion Week de façon présentielle, assez rapidement, la réflexion est arrivée en disant, est-ce que la Fashion Week est utile ? En l'état, est-ce que c'est la peine de faire des Fashion Week dans toutes les grandes capitales ? Donc il y a eu tout un débat sur ce sujet-là. Donc les Fashion Week ont bien eu lieu au mois de juillet de façon digitale, que ce soit Paris, Milan ou Londres, mais on a eu des personnes assez influentes dans notre industrie, notamment des maisons de luxe comme la maison Saint-Laurent, mais aussi la maison Gucci ou encore Giorgio Armani,
qui ont pris le sujet et ont dit, nous, on se positionne et on veut s'extraire de ça. On veut s'extraire de ce rythme, on veut s'extraire de la Fashion Week parce qu'on veut créer notre propre agenda, on veut créer notre propre rythme et le concilier plus avec nos besoins et nos envies de designer, parce qu'aujourd'hui, on est trop dans une machine à laver, ça va trop vite et ça n'a plus de sens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Giorgio Armani continue de s'exprimer sur ce sujet-là et vraiment s'extrait complètement de la Fashion Week et de ce rythme. Alors concrètement, aujourd'hui, on a vu, donc en juillet, on a eu les Fashion Week de façon digitale. Au mois de septembre, elles ont aussi eu lieu. Le grand changement, c'est qu'elles ont aussi été digitales. On voit qu'elles n'ont pas été annulées. Donc je pense que c'est encore un sujet qui prendra encore plus de temps avant vraiment d'arriver au bout de la réflexion. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le sujet, il est sur la table. Donc, rapidement, la synthèse un peu des enseignements sur cette partie-là. Deuxième thématique, la consommation. Pendant le confinement, on s'est tous certainement posé la question du besoin de notre consommation. À quoi ça rimait d'acheter beaucoup, d'acheter en quantité, peut-être de mauvaise qualité. Alors, je ne sais pas pour vous dans la salle, moi en ce qui me concerne, depuis plusieurs mois, je n'ai pas forcément acheté de chaussures, toi Chloé non plus. On a revu un peu la façon dont on consommait, et notamment dans sa qualité et dans sa quantité. Alors, il y a eu un engouement pour les produits bio, notamment alimentaires, mais pas que. Et puis, voilà, le consommateur s'est posé toutes ces questions, a remis en cause son besoin. On s'est aussi tous, pour beaucoup, réfugiés derrière nos écrans, crise sanitaire oblige, pour faire du shopping. On a vu un bond du e-commerce pendant le confinement. Donc, ça pose la question du nouveau rôle du magasin de détail. Il va falloir trouver de bonnes raisons pour ramener le consommateur en magasin physique. Crise sanitaire oblige. Donc, il y a des enjeux avec ça qui sont arrivés, notamment l'enjeu du retail unifié. Alors, le retail unifié, c'est quoi? En l'occurrence, c'est comment unifier ses stocks. Quand je suis une marque, comment j'arrive à unifier mes stocks sur mon site marchand, mais aussi en magasin physique. Aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de transparence, il a besoin que la marque lui parle d'une seule voix. Quand il va en magasin et qu'on lui dit ce produit est en rupture de stock et qu'il arrive à le trouver sur le site marchand, le consommateur ne comprend pas. Et il a aujourd'hui encore plus besoin de transparence et cette notion d'unification des stocks est un vrai enjeu aujourd'hui, encore plus réel que maintenant le e-commerce prend une place prépondérante dans la distribution. L'unification également, c'est l'unification de la relation client. Il est important que le client, il sente que quand il a une relation physique dans le magasin avec la marque, que cette relation existe aussi sur le site marchand. Donc l'unification de la relation personnalisée avec le client, c'est très important parce que ça aussi, c'est une bonne raison de faire revenir le consommateur en magasin. Une autre bonne raison de faire revenir le consommateur en magasin, c'est d'apporter des nouveaux services. Donc on a vu aussi beaucoup de nouveaux services émerger ces derniers mois, notamment la seconde main, l'upcycling, la location, la réparation. Alors quelques exemples, Patatam, par exemple, qui propose des corners de seconde main dans la grande distribution. Donc là, c'est clairement un nouveau service. On fait venir des nouveaux... on donne une bonne raison aux consommateurs de venir au magasin, puis surtout, on fait venir des nouveaux consommateurs dans le magasin. La réparation, par exemple, Veja, qui a ouvert son magasin à Darwin, à Bordeaux, il y a quelques mois, dans lequel on peut acheter des Veja, évidemment, mais aussi dans lequel on peut réparer ces Veja. Donc il y a un corner spécifique réparation des chaussures. Nouveau service. Location des sociétés comme Bocage ou comme SKFK qui ont expérimenté en début d'année la location de chaussures ou de vêtements. Donc ça aussi, ce sont des nouveaux services qui peuvent faire venir le client en magasin. Dernier axe rapidement sur la performance des marques. Donc pendant le confinement, on a vu des marques se positionner comme Petit Bateau on se réorganise, comme Simone Perel aussi, on se réorganise et on produit des masques. Et du coup, en tant que consommateur, mais aussi en tant que salarié et comme citoyen, on s'est tous posé la question de l'utilité de l'entreprise dans laquelle on travaillait et de l'utilité de la marque qu'on consommait. On a vu pendant ce confinement des grands élans de solidarité arriver et nécessairement on s'est positionnés tous et on s'est posé ces questions de dire au final, l'entreprise, elle doit aller au-delà de sa simple performance financière. Et quel est son impact sociétal? Qu'est-ce qu'elle apporte à la société? Et là, c'était criant pendant cette crise sanitaire.
Donc ça amène vraiment à cette notion d'utilité de la marque par rapport aux consommateurs et à la société qui l'entoure. Donc là aussi, rapidement, les trois enseignements clés de cette étude. Troisième thématique, la relocalisation. Donc aujourd'hui, ces derniers mois, on parle beaucoup de relocaliser notre industrie en France. Alors aujourd'hui, il faut quand même être honnête, nos usines ne ressemblent plus à ça, mais plutôt à des entrepôts désaffectés. Donc il y a un vrai enjeu à relocaliser quand même, la France. On a beaucoup désindustrialisé, d'autant que quand on a délocalisé notre industrie, malheureusement, on a délocalisé également la pollution qui allait avec dans des pays qui étaient moins regardants sur la pollution. Donc aujourd'hui, quand on dit relocaliser la France, on se doit d'aller vers une économie qui est beaucoup plus, une industrie qui est beaucoup plus respectueuse de notre environnement. Donc ça veut dire que relocaliser la France, c'est une industrie plus verte, c'est aussi une industrie plus technologique, avec des équipements 4.0. Ça veut dire des investissements massifs qui doivent venir des entreprises, mais aussi de l'État et de l'Europe. On attend des investissements et des aides importantes pour pouvoir relocaliser notre industrie et réindustrialiser la France sur notre filière. Mais il y a des vrais enjeux, des vraies opportunités, pardon. Il y a des vraies opportunités derrière la relocalisation, la création d'emplois évidemment, la sauvegarde de notre savoir-faire aussi, très important. La circularité, tu en parlais Chloé, c'est pour ça que j'ai mis cette petite goutte qui est circulaire. Quand on parle de relocaliser la France, il faut aussi qu'on réfléchisse à sortir de cette économie linéaire dans laquelle on est pour rentrer dans une économie beaucoup plus circulaire. C'est une opportunité forte qu'on a et je trouve que la relocalisation de la France, ça nous permet vraisemblablement d'aller plus vers ça. Et ça va nous permettre aussi de répondre à un enjeu important de notre industrie qui est la transparence et la traçabilité. Donc la relocalisation, ça va vraiment nous permettre de répondre à cet enjeu-là. Quatrième et dernière thématique, la mondialisation. Donc la crise sanitaire, elle a mis en lumière des enjeux forts liés à la mondialisation, spécifiquement dans notre filière. Un premier enjeu, c'est effectivement l'enjeu social que nous avons dans notre industrie. Avec la crise sanitaire, les ouvriers des sous-traitants, des pays sous-traitants, en Asie notamment, sont vraiment montés au créneau en disant c'est plus supportable d'être encore une fois les laissés pour compte avec cette crise. Il faut savoir que depuis quelques années, on a obtenu très difficilement des avancées sociales dans des pays comme le Bangladesh par exemple. Pas beaucoup, mais on en a eu. La crise sanitaire a tout balayé d'un revers de la main. Pourquoi ? Simplement parce que les sous-traitants se sont retrouvés sans commande. Il y a eu beaucoup d'annulations de commandes. Ils ont dû se séparer de leurs employés. Qu'est-ce qui se passe ? Les ouvriers se retrouvent à alimenter une économie informelle. Donc le peu d'avancées sociales qu'on pouvait avoir dans l'économie formelle des pays sous-traitants sont complètement balayés parce qu'aujourd'hui, ces ouvriers-là sont dans une économie informelle. On n'a plus aucune maîtrise sur eux. Donc c'est vraiment dramatique. Les impacts financiers également liés à la mondialisation. La problématique qu'on a eue avec la crise sanitaire, on en a parlé tout à l'heure, on consomme moins. On consomme moins, donc on produit moins. On produit moins, qu'est-ce qui se passe ? Les donneurs d'ordre ont annulé leurs commandes. Parce que pour beaucoup, ils n'ont pas voulu co-assumer le risque financier et l'impact financier de la crise sanitaire. Résultat, les sous-traitants se retrouvent avec des millions de stocks de fabriques, de matières sur les bras. Et évidemment, ils sont incapables de payer leurs ouvriers. Donc aujourd'hui, on a des millions de stocks qui sont là. Et on a vu d'ailleurs des initiatives comme Upsibom ou Reverse Resources, qui sont des marketplaces qui ont vu le jour ces derniers mois, qui vendent ces stocks qui sont aujourd'hui là, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, en Chine, partout. Parce que ce sont des millions de stocks. Donc l'impact financier de la crise sanitaire est aussi très très important. Et on le met vraiment, il est mis en lumière avec la crise. Dernier enjeu, l'impact environnemental qui est lié à la mondialisation de notre filière est devenu évident pour le consommateur, parce que le consommateur, pendant la crise, il a compris que le virus était une zoonose, on en a beaucoup parlé, et du coup il a fait le lien
entre ce virus et la diminution de la biodiversité. Et la diminution de la biodiversité, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'activité humaine qui est extrêmement polluante. Donc le consommateur a fait le lien entre virus, biodiversité, impact, l'impact de l'activité humaine et donc de la mondialisation. Donc il y a aussi cet enjeu-là aujourd'hui qui a été vraiment mis en lumière suite à la crise sanitaire. Donc l'impact environnemental de notre industrie et de la mondialisation. Donc les trois enseignements principaux de cette étude. Donc j'ai fait vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est bien, ça va? Je suis dans le timing? C'est largement dans le timing. Bon, très bien. C'était très intéressant, c'était très fourni aussi, très nourri. Est-ce que tu prends quelques questions, réactions, peut-être confrontation du public? Je sais que donc après, tu as prévu de faire témoigner la marque Petite Pote. Oui. Qui est une marque. Alors, j'avais juste oublié de préciser dans l'introduction que tu es basé à Bordeaux. On est sur la Fashion Tech Week, l'édition région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de favoriser au mieux et au plus les entreprises. Mais voilà, j'ai oublié aussi de dire dans l'introduction que tu étais donc de Bordeaux. Et donc, Petit Pote, c'est une entreprise aussi de Bordeaux. Est-ce que tu veux prendre des questions maintenant ou tu préfères le témoignage préalable? Je pense qu'on va enchaîner avec le témoignage de D'accord. Caroline. Et après le témoignage, on prendra des questions. Parfait, on y va. Juste donc pour information, je suis allée très très vite sur cette étude qui est évidemment beaucoup plus fournie que ça. Si vous voulez voir le webinaire qu'on a mis en place au mois de juin, qui dure 30 minutes, vous avez le lien. Et on est en train d'écrire donc cette étude, on est en train d'en faire une publication. Cette publication sera prête courant octobre. Donc si vous voulez la recevoir en avant-première, je vous invite à scanner ce QR code et vous avez un formulaire à remplir. Comme ça, on aura votre adresse mail et on vous enverra la présentation en PDF dès qu'elle sera, enfin la présentation, le dossier dès qu'il sera prêt. Voilà. Et donc, nous enchaînons avec l'interview de Caroline Ricard de Petit Pote. Je trouvais intéressant d'avoir la vision pour alimenter cette étude, d'avoir la vision d'une marque qui a vécu le confinement, qui a traversé cette crise et puis qui a évidemment une vision d'avenir pour sa société. Donc j'ai demandé à Caroline de venir me rejoindre. Merci beaucoup Caroline d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est pas... Moi, je fais juste une petite précision technique. Il y a un tout petit écho après, c'est par rapport à YouTube et la diffusion. Si tu ne parles pas, Laetitia, il faut couper le micro le temps où tu ne parles pas. Voilà, juste pour éviter des et là, c'est parfait, ça marche. Ok. À vous. Merci Donc, Laetitia. Alors, juste pour commencer, peut-être que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît. Alors, je viens d'une formation en sciences politiques et en aide humanitaire internationale et un début de carrière dans l'événementiel. Donc, l'univers du textile, c'était pas du tout mon univers. J'ai créé Petit Pote en 2011, après une année de préparation. Et j'ai créé Petit Pote parce que j'ai eu que des garçons. Et j'étais très frustrée parce que la mode des bébés proposée pour les petits garçons, surtout quand à 6 mois, il faut déjà les habiller en 12 ou 18 mois. On me proposait du col polo, en fait. Et moi, le col polo, je savais qu'il allait le porter jusqu'à la maison de retraite. Je me suis dit, quand même, il y a moyen de faire plus fun que ça. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Au-delà de ça, je voulais des vêtements qui soient beaucoup plus adaptés à la morphologie des bébés. Et donc Petit Pote, elle est née vraiment de ces plusieurs envies-là, c'est-à-dire des vêtements morphologiques, adaptés aux petits, adaptés aussi pour les parents, c'est-à-dire des vêtements faciles à vivre, faciles à enfiler, faciles à sortir quand on les change 20 fois par jour. J'avais envie aussi d'un look un peu mixte, parce que maman de garçon, j'ai pas eu droit aux robes. Et vraiment, c'est très très court la mode pour les petits gars. Et je trouve qu'on les genre trop tôt, donc Petit Pote a voulu lancer des choses plus mixtes, et c'est comme ça qu'est né le produit phare de la marque. Le produit phare aujourd'hui, c'est un sarwell qui est réversible, évolutif, il grandit avec l'enfant, et puis autour de ces produits-là, en fait, je brode et je développe des petits accessoires. Petit sarwell qu'on voit d'ailleurs sur le slide, où on voit les pieds du sarwell. Caroline, je t'invite juste à positionner bien ton micro pour qu'on t'entende bien pendant ton bien intervention. Comme ça. C'est parfait. Ah, ok. Je rallume mon micro. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager les valeurs de l'entreprise de Petit Pote, s'il te plaît? Les valeurs, c'est un peu simple, mais moi j'étais animée par la passion avant toute chose. C'est vraiment né d'une passion, cette marque-là. Dans ma carrière professionnelle, j'avais croisé pas mal de gens qui étaient plutôt malheureux de ce qu'ils faisaient, frustrés, je sais pas.
Et moi, j'avais envie de prendre du plaisir dans le boulot. On y passe le plus clair de nos journées. Et c'est un projet sociétal, je crois, mais se dire qu'à travers nos 8 heures ou 12 heures de boulot par jour, on ne va pas prendre de plaisir, pour moi, c'est juste pas concevable, en fait, tout simplement. Donc, travailler, oui, mais en prenant du plaisir. Et du coup, pour avoir une relation comme ça avec mes partenaires qui soit basée sur cette passion-là, il fallait des partenaires proches. Et encore une fois, ne venant pas de l'univers du textile, c'était beaucoup plus facile, finalement, pour moi, de me positionner d'entrée de jeu sur du Made in France. Et même du Made in Bordeaux, parce qu'en fait, Petit Pot, c'est Made in Bordeaux. Voilà. Très bien. Donc, par rapport à justement la période que nous venons de traverser, cette crise sanitaire, ce confinement, comment Petit Pot a traversé cette crise ? C'est un peu dur à dire, mais très très bien. La phase de confinement, alors il y a eu d'abord la sidération liée à ce confinement, et ça tout le monde l'a traversé. Et puis dès que j'ai compris que les expéditions de colis auraient lieu, moi c'est de la vente en ligne, Petit Pot c'est un e-shop avant toute chose, donc j'étais en capacité à expédier mes colis, et du coup je me suis rapprochée de mes partenaires de production. Les ateliers bordelais. Alors, je travaillais avec une couturière indépendante qui, elle, était très peinée de la situation parce qu'en tant que couturière indépendante, elle fait beaucoup de retouches. Petit Pot, c'est du plus pour elle, mais c'est pas son cœur d'activité. Et donc, elle était très inquiète pour la suite du fait de la fermeture de sa boutique. J'ai un atelier qui fait aussi de la confection plus en série sur Bordeaux, mais ce sont 2 indépendantes qui le tiennent. Et elles m'ont dit, nous, on maintient l'activité, on prend nos risques, mais on n'a pas le choix, en fait, que de rester debout à travers cette crise-là. Voilà. Et en fait, j'ai été répertoriée très très tôt comme fabricant de masques. Un peu par erreur, mais finalement j'ai reçu beaucoup de demandes de fabrication de masques assez rapidement. Par des particuliers ? Par des particuliers, par des entreprises. Et du coup, on a réorganisé notre travail. Marine, qui est ma couturière indépendante, je lui ai envoyé toutes les demandes de particuliers pour du masque en me disant ce sont des demandes en local. Donc elle va multiplier sa visibilité, en fait, elle va faire accroître sa visibilité. Elle a pris comme ça les commandes des particuliers. C'est ce qui lui a permis de traverser finalement toute la crise et de rester debout et d'en sortir plus forte encore. Et puis l'atelier de confection, eux, ils ont pris les commandes des industriels pour du plus gros volume. Et ils n'ont jamais oublié que Petit Pot était à côté, et que Petit Pot, moi j'ai pas voulu glisser sur le masque parce que c'est pas mon métier, puis c'est pas là que je m'éclate. Donc j'en ai fait quelques-uns, mais moi personnellement à titre bénévole. Mais on est resté sur notre production de Sarwell, qui elle s'est très bien portée en fait pendant le confinement. Et donc la production, on a maintenu la prod en gérant le besoin immédiat qui était sur le masque, et sans oublier qu'à long terme, on se tiendrait debout grâce au Sarwell et sans doute pas grâce au masque. Voilà, donc cette agilité-là a été permise du fait que on est tous très proches les uns des autres, et en réorganisant la façon de travailler, on a tenu le coup. Ouais. Personnellement, ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage, c'est cette importance d'avoir cette coopération avec ces parties prenantes. Parce que là, du coup, vous avez pu, grâce à cette coopération, travailler ensemble et se dire, Marine, je crois qu'elle s'appelle, oui. Elle va prendre plutôt les masques. Alors toi, tu te retrouvais à récupérer les commandes de masques et du coup à les donner à tes sous-traitants en organisant, en disant l'atelier de confection, ça va plutôt être pour les pros, ouais. Marine, ça va plutôt être pour les particuliers. Du coup, ils ont pu eux aussi traverser cette crise, et du coup à la sortie de la crise, tu as toujours tes parties prenantes qui sont là avec toi. Tout le monde a traversé la crise, et même, petite anecdote supplémentaire, mais je fais partie d'une association qui œuvre pour les enfants cardiaques à l'hôpital de l'Évêque de Bordeaux, et on m'a demandé de fabriquer du masque pour l'Évêque. Et j'ai dit, moi j'en fabrique personnellement sur mon temps libre, mais il est hors de question qu'on demande aux petites marques de faire du bénévolat, oui. Et aux couturières professionnelles de faire du bénévolat. Ce qu'elles ont fait pendant le confinement. Les femmes peuvent faire du bénévolat comme ça à tout va, sous prétexte qu'elles savent coudre et qu'il y a une urgence sanitaire. Non, on a besoin de maintenir nos activités économiques et de maintenir notre indépendance. Et donc l'association a recruté des couturières, certes bénévoles, mais dont ça n'était pas la profession, et qui faisaient ça en tant qu'amateurs et non pas en tant que professionnels, et ça fait quand même toute la différence. Aujourd'hui, donc, j'espère, je croise les doigts, que la crise est derrière nous, parce que voilà. Aujourd'hui, quelles sont tes difficultés, si tu en as, pour redémarrer l'activité ? Puisqu'il y a quand même, l'activité, elle a continué, mais elle a peut-être été ralentie, ou voilà. Est-ce que tu as des difficultés aujourd'hui à redémarrer l'activité ? Alors redémarrer, non, parce que les suites du Covid, le e-shop a été vu, donc voilà, on continue à surfer là-dessus. En revanche, je suis arrivée à un palier, moi, sur mon développement,
Et ce palier, c'est une marche un peu plus haute que d'habitude, que les autres en fait, à franchir. Moi, je me suis déconfinée grâce à des stagiaires qui m'ont adressé des CV au mois de mai. Et j'ai dit oui en disant comme ça m'oblige à réintégrer les bureaux. J'avais tout ramené à la maison. Et en fait, j'ai dit oui à tous les CV qui arrivaient sur ma boîte mail. Je me suis retrouvée avec une équipe de jeunes stagiaires, principalement de Supmod et Digital Campus à Bordeaux. Et j'ai réussi en fait à la faire travailler tout ensemble. À leur redonner confiance dans une phase où ces jeunes femmes qui débarquent sur le marché du travail bientôt, dans un univers qui est avec un point d'interrogation en fait devant elles, je leur ai redonné confiance par le fait de retrouver leurs compétences et de pouvoir la mettre en action en fait, cette compétence-là. Donc on a eu un plaisir dingue à travailler ensemble. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que pour développer Petit Pot, aujourd'hui, il me faut de la ressource humaine, tout simplement. Donc c'est pas une vraie difficulté, finalement, c'est plus un nouveau challenge. C'est se dire, maintenant, il va falloir grandir. Grandir, ça se fait pas tout seul. Grandir, ça se fait avec les autres. Et voilà, en fait, c'est encore une des symboliques de cette crise, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et moi, je vais avoir besoin de recruter. Donc voilà, construire une équipe pour Petit Pot, c'est ça le palier suivant. Concernant, donc, je reviens un peu à tes valeurs et à cette notion de Made in France. Donc, on a beaucoup parlé de relocalisation, j'en ai parlé dans la présentation. Donc, dans ton cas, tu n'as pas relocalisé puisque tu as toujours produit ici et très localement. Mais alors, du coup, quel est le contre-pied de ça? Est-ce que tu as des enjeux, toi, aujourd'hui, notamment tu es en phase de développement? Est-ce que tu as des enjeux qui sont liés au fait que tu as fait ce choix de Made in France? Alors on est très souple, ça c'est sûr, on est très réactif, mais sur les volumes c'est plus compliqué. Cela dit, on commence à trouver dans le parc textile bordelais pas mal de ressources, de plus en plus. J'ai profité de la phase de confinement pour aller démarcher justement de nouveaux sous-traitants, et notamment une entreprise qui fait de la coupe et qui me facilite grandement le travail. La coupe, ça prend du temps. Et ensuite, l'idée, si vous voulez, en fait, ça va être c'est de se dire, cette souplesse, on l'a, il ne faut surtout pas la perdre, parce qu'elle a montré que cette agilité en phase de crise, c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'en internalisant la production, on ne serait pas encore plus agile? Et finalement, le projet, c'est un petit peu ça, ce serait monter mon propre atelier pour conserver vraiment cet esprit local sur Petit Pot. Ensuite, j'essaye d'étudier également d'autres modèles de distribution. Bon, le e-shop, c'est bien. Il faut être toujours en force de proposition vis-à-vis des clients. Je suis très très inspirée. Sur Bordeaux, on a la marque Asphalt qui est venue s'installer et qui fonctionne qu'à la précommande. Moi j'adore, je consomme leurs chemises d'ailleurs. Mais simplement la précommande sur l'univers de l'enfant, ça marche pas en fait. Donc dans 3 mois, on ne sait pas en quelle taille on va habiller le bébé. On peut difficilement fonctionner comme ça. Mais voilà, donc ça donne tout l'intérêt d'internaliser l'atelier. On est ça te permet d'être plus réactive. De garder la souplesse, garder l'agilité. Je n'ai pas envie de laisser tomber mes sous-traitants au passage. Qui comptent sur toi. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble et on a une belle relation. Mais faire grandir tout ça tous ensemble et gagner encore en souplesse. Ouais. Parlons un peu des collections de Petit Pot. J'ai parlé pendant la présentation justement de Rewiring Fashion qui remettait un peu en cause le calendrier, les collections, etc. Comment toi tu construis tes collections et comment tu vois justement un peu toute cette problématique qui est en train d'arriver sur la table sur le calendrier des collections? Alors, moi, encore une fois, je ne viens pas de l'univers du textile et concevoir une collection, c'était quelque chose hors de portée pour moi. Donc, je suis un peu un ovni, je ne fais pas de collection pour Petit Pot. Je suis vraiment sur un produit concept, mon petit Sarwell. Et en fait, je sors un nouveau coloris chaque mois. Ceux qui marchent vont être poursuivis plus longtemps et ceux qui marchent moins bien auront vécu un petit mois ou plus et s'éteindront naturellement. Et ça évite d'avoir En fait, ça étale la charge de travail sur la durée et on reste à nouveau réactif par ce biais-là, mais je n'ai pas de collection chez Petit Pot. Et du coup, autour de ton Sarwell, tu as des produits. Donc, ton Sarwell, c'est ton produit iconique et après, tu as des produits qui gravitent autour. Oui, c'est ça. Dernière question, plus sur la partie distribution. Donc, tu nous as dit que tu étais en e-shop. Est-ce que tu as d'autres modes de distribution existants et est-ce que tu penses à des nouveaux modes de distribution? Parce que c'est pareil, on a parlé pas mal du nouveau magasin, du nouveau rôle du magasin. Est-ce que tu as des idées là-dessus? Alors moi, il y a le e-shop qui effectivement prend la part belle aujourd'hui, mais jusqu'à présent, je fonctionnais aussi beaucoup sur les expos. En 2020, j'avais décidé de ne faire que le salon du Made in France, porte de Versailles.
sur lequel j'étais présente l'année dernière. C'est un petit drame, hein, que le fait qu'il n'ait pas lieu. Bon, moi, je l'avais anticipé. Donc voilà, pour Petit Pot, ça ira, mais j'avoue, c'est quand même un sacré coup. Ensuite, sur Internet, c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression, alors moi, j'ai là en septembre, l'impression d'être à nouveau toute petite. C'est-à-dire que pendant le confinement, on était très très vus sur les réseaux sociaux, même les toutes petites marques, et c'était super. Là, je pense que les machines de guerre se sont mises en route, et aujourd'hui, il faut que Google soit votre meilleur ami pour continuer à garder cette visibilité-là. Quand on est tout seul, c'est pas évident. Donc là, déjà, pour le e-shop, pour le maintenir, je délègue cette partie digitale à une agence spécialisée. C'est la seule solution pour arriver à s'en sortir. Ensuite, je vais aller chouchouter mes boutiques. J'ai quelques boutiques multimarques indépendantes. Et là, il est grand temps de faire du chouchoutage, véritablement. J'ai besoin d'elle. Et ce n'est pas juste moi qui ai besoin d'elle en tant que Petit Pot. C'est moi en tant que Caroline Ricard, en tant qu'individu. Les centres commerciaux en périphérie des villes, j'en peux plus de ces périphéries qui sont dévisagées, de ces boutiques dans lesquelles on retrouve la même chose. Nos petits indépendants, ils portent un ADN particulier, ils portent une proposition de valeur qui est tellement différente, tellement plus variée. On a besoin d'eux, mais c'est nous tous qui avons besoin d'eux, donc c'est les chouchouter. Même voilà. Si la marge est évidemment moins intéressante. Oui, bien sûr que la marge, elle est moins intéressante pour les tout petits, enfin, c'est une évidence, mais ils viennent toujours se glisser sur des moments de creux dans les commandes. Moi, les boutiques me passent commande en période de solde, et je ne fais pas de solde, donc en période de solde, j'ai mes boutiques revendeurs pour pouvoir continuer l'activité et vivre ces mois un peu plus creux. Et je pense vraiment, c'est un devoir pour les marques du Made in France que de maintenir ce réseau-là. Ensuite, il y a l'idée des boutiques éphémères. Ça se développe déjà pas mal. Hein. Pas mal de marques font appel, font des petits pop-up comme ça. Et moi, je me dis, en fait, ces pop-up, en tant que petite marque, c'est très difficile de structurer un tel événement. En revanche, faire appel à mes boutiques indépendantes, justement, celles avec qui je travaille, pour installer des pop-up chez elles, c'est leur proposer une proposition de valeur différente pour leurs clients. C'est de l'événementiel, c'est de la communication, et c'est l'occasion pour elles de tester plus de produits de la gamme sur de l'événementiel comme ça, et de mieux cibler peut-être leurs commandes derrière. Donc il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là, et sur la seconde main aussi. Je commence à avoir des retours de gens qui me disent « Ah, j'ai acheté mon petit Sarwell Petit Pot dans un magasin de seconde main ». Je me dis c'est super, mais j'aimerais bien être moi, Petit Pot, porteur de cette proposition-là. Donc c'est encore des choses, des nouveaux services à mettre en place. Ouais. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Caroline pour ton témoignage. Merci Laetitia. On peut, si on a le temps, Chloé. On peut prendre des questions. S'il y en a. Moi, je vous remercie, Caroline, pour ton témoignage. Un témoignage qui est très lié à l'activité d'une, comme tu l'as dit, donc je reprends une petite marque, donc une agilité forcément qui est facile à mettre en œuvre, à mettre en place, une réactivité aisée. En revanche, et on le verra tout à l'heure dans les travaux, derrière, il y a aussi, dans le textile, il y a une industrie en France avec des gros faiseurs, avec beaucoup d'emplois aussi, et qui essayent aussi de se mettre en agilité, mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, ça va aussi prendre plus de temps, et il y a beaucoup de travail à faire, et ce que tu fais, ce que tu as démontré, c'est très bien, mais il faut derrière exactement. Et ces gros acteurs, il faut aussi prendre en compte que ils œuvrent, ils font, ils travaillent, ils vont nous le démontrer, ils le feront à leur temps et à leur rythme, parce que c'est aussi une industrie qui est importante et grande en France. Est-ce que du coup ça suscite des réactions? Est-ce que vous voulez réagir, poser des questions? Personne. Alors, c'est le début de la journée en même temps. Peur que j'arrive avec le micro, le masque, là-bas, et que du coup je leur amène. Alors on va faire les choses. Donc les questions, c'est moi qui vous amène le micro. Vous gardez le masque par contre, parce que il y a vous gardez le masque pour les questions. Et je veux bien aussi que vous vous présentiez pour qu'on comprenne qui vous êtes et ce que vous faites au moment où vous posez votre question. Au choix. Oui, bonjour. Moi, je suis une entreprise en devenir, en fait. Je suis en train de la concevoir. J'ai une petite question concernant la production de votre matière première. Je voulais savoir, vous disiez que tout était fait sur Bordeaux. Vous arrivez à vous fournir en matière première
en France déjà Non, la matière première, elle n'est pas française, effectivement. Ça fait partie des objectifs de très long terme, et c'est là qu'on a besoin des grandes entreprises françaises pour pouvoir justement œuvrer sur ces productions-là. Et j'ai bien conscience qu'on a besoin des plus grands que nous, et puis il faut qu'ils restent source d'inspiration pour nous les petits aussi. Et il y a peut-être des passerelles à faire entre tout le monde. Ma matière première ne vient pas du tout de France, effectivement. C'est juste la découpe des tissus et la confection qui est bordelaise. Ça veut dire que vous arrivez quand même à avoir une traçabilité de cette matière première, quand même sur l'extérieur. C'est assez accessible finalement, c'est assez visible. Alors la traçabilité, moi je passe par le label Ecotex, donc mon fournisseur me garantit le label Ecotex sur ce 100% des tissus que je lui achète, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre... J'attrape une autre question. Vous n'attendez pas que je sois redescendue en bas pour lever la main derrière. Merci. Catherine Schroeder, correspondante Sud-Ouest. Qu'est-ce que c'est que le label Ecotex ? Le label Ecotex est un label qui certifie qu'il n'y a pas d'agents chimiques nocifs pour l'environnement ou pour la peau qui sont utilisés dans le traitement des tissus. Donc ça n'est pas un label bio, on n'est pas sur du coton biologique, on est sur le traitement de la fibre après sa récolte. On en reste là ou vous êtes... Vous n'osez pas me faire courir, en fait, vous êtes en bas à droite et vous vous dites la peau, elle va descendre et remonter, ou on est sans regret? Bon, en tout cas, on a un timing qui est parfait. Merci beaucoup, Laetitia, c'était très intéressant. Merci à vous. Caroline également, ça nous a bien enrichi. Merci beaucoup.